Je vais évidemment remercier avant toute chose Claire et Christina pour leur invitation à parler de Georges Huysmans et de Versailles, un sujet qui m'évoque, et je ne m'étendrai pas dessus, de nombreux souvenirs d'enfance. Georges Huysmans est une figure que j'ai pu croiser parce que je vivais à l'époque dans ce village évoqué par Claire de Valmondois, et Georges Huysmans était une figure évidemment qui marquait surtout lorsque on était aspirant chartiste et que dans ce petit village de Valmondois, il n'y avait quand même pas beaucoup de figures chartistes qui puissent servir de modèle. C'est d'autant plus important que lorsque j'ai fait mes travaux sur Versailles, qui je crois, enfin Claire l'a rappelé, ont ouvert la voie vers l'étude de l'histoire contemporaine du château de Versailles et du musée de Versailles, j'ai croisé à plusieurs reprises la figure de Georges Huysmans, dont j'ai pu pressentir à l'époque, donc c'était il y a presque un quart de siècle, à quel point elle avait été majeure dans les années 1930 pour construire ce qu'a été le château de Versailles et le musée de Versailles dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et là encore, ça rappelle un peu ce qu'a dit Mme Jouan, un peu ce qu'a dit Hélène tout à l'heure et Pascal Horry dans une moindre mesure, mais il y a une forme d'oubli collectif de l'action de ces hommes, j'allais dire de ces femmes et ces hommes, c'est quand même beaucoup d'hommes qui ont conçu ce que pouvait être une politique culturelle sans que ça prenne vraiment, je vais être vulgaire, pardon, mais sans que la mayonnaise prenne vraiment à ce moment-là, mais qui a été le terreau essentiel et indispensable pour construire la politique culturelle de l'après-guerre. Et ça a été notamment vrai pour le château de Versailles. Quand on parle de Versailles, de l'histoire contemporaine du château de Versailles, on pense à Gérald van der Kemp, on pense à Malraux, aux lois-programmes de Malraux, De Gaulle qui aménage le Grand Trianon. Tout cela n'aurait pas été possible sans ce qui a été construit, conçu, imaginé avant la guerre par des personnages qu'on a oubliés. Je pense à Georges Huysmans, il y en a d'autres. Gaston Brière, un personnage qui est cher, et je vais y revenir à Claire. Tous ces personnages qui, entre les premiers, Pierre de Nolac qu'on connaît, et les suivants, Gérald van der Kemp, en fait, ont comblé un vide et ont préparé quelque chose, ont été une transition absolument indispensable vers la modernité du musée, la modernité du château de Versailles. Hélène a rappelé un texte essentiel pour Georges Huysmans, qui est ce fameux discours de Pleyel, ou dit de Pleyel, prononcé le 29 avril 1937, dans lequel il expose sa vision des rapports de l'État, entre l'État et la culture. Et Georges Huysmans, dans ce discours, ne cite Versailles que 2 fois, et essentiellement pour parler du Versailles royal. Je cite la première citation. Jadis, le roi de France soutenait les audacieux et les révolutionnaires contre les attardés et les égarés, et c'est à cette politique esthétique que nous devons en particulier les châteaux de la Loire, le Louvre, Versailles, Poussin et Lebrun. Donc rien n'est dit sur Versailles lorsqu'il parle de sa vision de la politique relative au musée, rien sur les chantiers, rien sur l'usage politique de Versailles, et pourtant ce rôle de Georges Huysmans est absolument essentiel à un moment où les réflexions politiques et scientifiques ont été nombreuses pour l'ancienne demeure royale. Alors d'où vient cet intérêt pour Versailles ? Huysmans est avant tout, ça a été rappelé, un historien. C'est pas un historien de l'art à la base. Il fait une thèse sur, Hélène ne l'a pas cité, mais je le cite parce que c'est quand même amusant, la juridiction de la municipalité parisienne de Saint-Louis à Charles VII, soutenu à l'École des Chartes en 1910, publié en 1912, qui témoigne évidemment d'un goût pour l'histoire. Il est historien, il a fait l'École des Chartes, mais qui ne présage rien de particulier sur son goût pour la préservation et la valorisation du patrimoine, de même que pour l'art moderne. On oublie quand même, je vais mettre mon écharpe, il fait encore plus froid sur la scène que dans la salle. Excusez-moi, c'est pas très élégant. On est filmé, je crois, en plus, ça va être épouvantable. On oublie ce qu'est l'École des Chartes au début du XXe siècle, lorsqu'il entre en 1906. L'histoire de l'art est une discipline qui n'est pas présente, pour ainsi dire, ou très peu présente dans cet établissement à cette époque-là. Je cite Bertrand Gestaz, qui a occupé la chaire d'histoire de l'art
à la fin du XXe siècle, l'école resta méfiante pendant longtemps à l'égard d'une discipline qui pouvait apparaître aux yeux des érudits traditionnels comme entachée de frivolité, inquiétant par son objet même, c'est-à-dire des œuvres créées pour le plaisir des sens. Et donc des grands historiens de l'art reconnus comme tels, qui ont fait une carrière d'historiens de l'art ou de conservateurs dans des musées et passés par l'école des Chartes, en réalité étaient avant tout des historiens, ne se sont formés à l'histoire de l'art que postérieurement. Je pense à François Géblin, qui a soutenu sa thèse un an avant Georges Huysmans, une thèse consacrée au gouvernement du maréchal de Matignon en Guyenne, donc quand même très spécialisée, et qui consacre en réalité ses travaux de conservateur à l'histoire de la sculpture et de l'architecture. Donc le cours d'archéologie, on appelait ça le cours d'archéologie, s'intéressait essentiellement à l'architecture civile ou militaire du Moyen-Âge, un petit peu de la Renaissance. On allait quand même rarement au-delà de la Renaissance. La première thèse à l'école des Chartes consacrée au château de Versailles date de 1980. Donc c'est plus tard que vient le goût de Georges Huysmans, Hélène l'a un petit peu évoqué pour l'histoire des arts. Il publie évidemment un Memling en 1922, et pour comprendre les monuments de Paris, qui fait écho évidemment au titre de cette communication sur les monuments de Versailles, en 1925. On note quand même que c'est Émile Malle, historien de l'art évidemment très reconnu, qui lui remet la cravate de la Légion d'honneur, donc en mars 1938. Versailles apparaît à la marge dans la bibliographie de Georges Huysmans. Il signe avec 3 autres auteurs en 1924 la préface du Guide bleu de la banlieue de Paris, donc Sèvres, Versailles, Saint-Denis, Chantilly, Vincennes, Fontainebleau, chez Hachette. Ça a été cité avec Marcel Huysmans, son épouse, et il publie les récits et épisodes de la Révolution française, donc on parle à la marge du château de Versailles. En 1927, il fait 2 comptes rendus de l'exposition sur le siècle de Louis XIV, qui évoque évidemment Versailles, mais qui se tient à la Bibliothèque nationale. Et il cite évidemment il signe quelques chroniques donc sur des expositions, rien ou quasiment rien sur Versailles, hormis une petite exposition sur les Beaux-Arts, la Troisième République à Versailles en 1929. Et il publie, mais j'y reviendrai plus tard, un article dans l'Illustration en 1936. On aurait pu penser par ailleurs que la présence de Georges Huysmans à la direction générale des Beaux-Arts puisse favoriser les nominations dans les musées auprès de ses camarades. Ça a été un petit peu dit, on a parlé de Jean Cassou notamment, mais la nomination du chartiste André Chanson comme conservateur adjoint qui arrive en 1934 ne doit absolument rien à Georges Huysmans. En réalité, André Chanson est nommé à Versailles le 9 octobre 1933, donc 4 mois avant l'arrivée de Georges Huysmans à la direction générale des Beaux-Arts. Et de la même manière, Pierre Pradel, nommé donc qui arrive à la fin de l'année 1933, arrive donc avant la nomination de Georges Huysmans à la direction générale des Beaux-Arts. En revanche, Georges Huysmans va nommer un conservateur, je le cite, que Christina et Claire évoqueront peut-être tout à l'heure, Pierre Ladoué, en 1938, qui devient le conservateur du musée de Versailles. Cette nomination reste un mystère, en tout cas pour moi, puisque Pierre Ladoué est une vraie rupture dans toute la chaîne qui, de 1887 à 1986, a consisté à nommer comme conservateur du château de Versailles l'adjoint. Eh bien, Pierre Ladoué ne vient pas du château de Versailles, il ne s'intéressait d'ailleurs que peu au château de Versailles. Il était au musée dit d'art moderne à l'époque. Il n'y reste que 3 ans. Là aussi, c'est une rupture avec les longévités assez grandes des conservateurs du musée de Versailles. En revanche, c'est l'un des seuls, et ça fait écho à la remarque de tout à l'heure, c'est l'un des seuls à avoir publié ses souvenirs sur justement son expérience au château de Versailles pendant 3 ans. Dernier lien personnel de Georges Huysmans avec Versailles, et c'est un lien familial. À l'époque de Georges Huysmans, va être nommée une chargée de mission au château de Versailles qui s'appelle Marguerite Jalut. Et Marguerite Jalut va signer avec l'un des fils de Georges Huysmans, Philippe Huysmans, un Marie-Antoinette. Donc
Comment les deux se sont-ils rencontrés? Ça, je ne le sais pas. Comment est-ce que Marguerite Jalut est restée en contact avec la famille Huysmans et notamment Philippe Huysmans? Je ne le sais pas, mais en tout cas, Marguerite Jalut a été nommée par Georges Huysmans au château de Versailles. La principale action qu'on connaisse de Huysmans à Versailles, c'est évidemment les phases de la République. Le directeur général des Beaux-Arts, Escalité, est un petit peu le grand maître des cérémonies, si ce n'est l'intendant des menus plaisirs. Et à ce titre-là, il va organiser la visite du roi George VI d'Angleterre en France en 1938. Il se trouve que dans le livre d'hommage publié en 1960, de même que dans le livre de Marcel Huysmans, J'ai un bel avenir derrière moi, eh bien c'est quasiment la seule action qui est mentionnée pour le château de Versailles, cette visite extraordinaire du roi d'Angleterre. Alors, le château de Versailles avait déjà été utilisé en termes de diplomatie. J'ai évoqué il n'y a pas très longtemps le rôle que Versailles a joué dans les relations franco-britanniques, puisque à chaque fois qu'il s'est agi de renforcer cette relation franco-britannique, en 2023 comme auparavant, eh bien, on a ouvert les portes du château de Versailles et on les a ouverts en très grand. La réception de 1938 est une réception qui est bien plus grande, bien plus fastueuse que celles qui ont pu exister jusqu'alors. Une seule avait atteint ce niveau de face, c'est celle du tsar de Russie en 1896, et qui avait été organisée par Gabriel Hanotaux, un autre historien qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères. Et donc là, le parallélisme, c'est-à-dire de l'historien au plus proche du pouvoir, qui sait le rôle que peut jouer le château de Versailles dans la diplomatie, est à mon avis à souligner. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il faut souligner l'amitié franco-britannique. Au moment d'ailleurs où une frange qui n'est pas marginale du pouvoir politique britannique n'est pas forcément totalement opposée à un rapprochement avec l'Allemagne nazie, en particulier le premier d'entre eux, en 1936, le roi d'Angleterre, l'ancien roi d'Angleterre, eh bien, réaffirmer l'amitié franco-britannique face à la montée des fascismes est évidemment une nécessité. Cette réception est fastueuse. C'est la seule fois où on va avoir un président français et un hôte étranger passer 50 000 hommes en revue sur l'avenue de Paris et sur la place d'Armes. Donc le matin, la réception commence. Donc c'est pas uniquement une affirmation de la paix, c'est également une affirmation de la puissance militaire française. On a vu ce que ça a donné d'ailleurs. Donc face aux médias du monde entier à l'époque. Puis ensuite, il y a un déjeuner qui dure près de 2 heures dans la galerie des glaces du château. C'est une première depuis 1873. On n'avait jamais organisé, depuis 1873, un déjeuner dans la galerie des glaces du château. Vous voyez les tenues, on renoue avec les fastes de l'Ancien Régime, vraiment pour honorer le roi d'Angleterre. Le menu est élaboré de manière fastueuse par l'association des cuisiniers de la rue Saint-Roch, sous la direction du patron du restaurant, Lucas Carton. Un concert est donné dans la chapelle et les invités se rendent ensuite dans le parc. Vous avez le menu très modeste que vous avez ici, avec un certain nombre de plats. Vous remarquerez le dernier champagne Pommery 1895, comble du raffinement, qui est l'année de naissance du roi d'Angleterre. Huysmans a veillé à tous les détails, comme Hanotaux avait veillé à ceux de la visite de 1896. L'encrier qui sert à la signature du livre d'or est celui qui a été utilisé lors de la signature du traité de 1919, qui a été prêté par la ville de Versailles. L'illustration mentionne « On a ressuscité pour nous le vieux château endormi, on a su faire renaître ses grâces, ses rises et ses jeux, et aussi toute sa pompeuse majesté. La galerie ouvre enfin ses portes et l'enchantement commence. »
Dans le livre d'hommage publié après la mort de Georges Huysmans, son collaborateur Henri de Villenoisy attribue à Georges Huysmans un certain nombre de ces détails, et notamment les jetons de tric-trac de Marie-Antoinette, ainsi que le dessin de Bernard Naudin sur le menu du déjeuner, le même artiste qui avait orné le programme de la signature de la paix en 1919. Cette visite des souverains anglais de 1938 semble être le grand œuvre de Georges Huysmans à Versailles. Sa connaissance de l'histoire, des arts, adossée à un sens politique et diplomatique lié à sa carrière et à ses fonctions du moment, le désignait pour cela. Et c'est essentiellement cet épisode qui reste dans les papiers de Georges Huysmans qui donc viennent d'entrer aux archives nationales. Mais il y a autre chose, un Huysmans plus caché, peut-être aussi plus oublié, alors qu'il était peut-être aussi plus évident, c'est celui du rôle d'un directeur général des Beaux-Arts qui a voulu faire renaître le château de Versailles. 2 mois pile, jour pour jour, après l'arrivée de Georges Huysmans à la direction générale des Beaux-Arts, l'acquisition de l'hôtel des Réservoirs est déclarée d'utilité publique. L'hôtel des Réservoirs, il est situé sur la rue des Réservoirs, d'ailleurs, tout simplement. C'est l'ancien hôtel de Madame de Pompadour. C'était un hôtel, tout simplement, mais que le château de Versailles, depuis des décennies, voulait acheter pour s'agrandir. Évidemment, 2 mois après, la direction générale des Beaux-Arts et le directeur général ne font qu'entériner des décisions qui avaient déjà été prises précédemment. L'hôtel était en liquidation depuis 2 ans. Mais cela montre que dès sa nomination, le sujet Versailles se retrouve sur le bureau du directeur général des Beaux-Arts. Est-ce fonction ? Huysmans n'est pas que le grand maître des cérémonies, il est le patron de l'administration qui dirige les musées et les palais nationaux, dont Versailles, et à ce titre, il a à connaître de Versailles comme des autres institutions muséales et patrimoniales. De même, en août 1934, c'est lui qui décide que les décors fixes des palais nationaux abritant un musée, immeuble par destination, seront désormais inventoriés et conservés par l'architecte et non par le musée. Alors, grand sujet de débat entre les prérogatives du musée dans un palais national et les prérogatives de l'architecte. C'est une bataille homérique qui dure depuis la fin du XIXe siècle et qui n'est pas totalement terminée au XXIe siècle. Alors, tollé chez les conservateurs de musées, le directeur des musées nationaux, Henri Verne, qu'on a cité à plusieurs reprises, convoque le comité des musées nationaux pour statuer sur la question. Eh bien, le 19 novembre 1934, revirement, on enlève aux architectes en chef la faculté de porter le titre de conservateur du palais, etc. Patrice Bonnet, architecte du château de Versailles, s'en plaint. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, très probablement sur le conseil de Georges Huysmans, décide en conséquence que l'architecte en chef de Versailles sera le seul à pouvoir, par dérogation, continuer à faire suivre son titre d'architecte du palais et du domaine par celui de conservateur du domaine. À ce moment, en effet, Versailles occupe une place à part. Nous sommes en plein milieu, ou même plutôt à la fin, vers la fin, on touche à la fin, des travaux permis par la donation Rockefeller, donc annoncée en 1924, et qui donc dure en 1934 depuis 10 ans. Les échafaudages sont encore en place. Georges Huysmans n'y est évidemment pour rien. Il n'a été en rien initiateur ou n'a même commencé les travaux permis par ces donations. Mais il y a tout de même un rôle important parce qu'il est le lien, la liaison entre les pouvoirs publics, les ministères, et le donateur, puisque le donateur a créé une commission ad hoc, un comité franco-américain de restauration des monuments, destiné à piloter cette donation. Ce n'est pas la Direction générale des Beaux-Arts qui pilote ces chantiers, mais évidemment, elle représente le propriétaire, l'État, et donc elle est l'interlocuteur unique et indispensable, incontournable, de ce comité de restauration des franco-américains de restauration des monuments. En revanche, Georges Huysmans n'oublie pas son titre de grand maître des cérémonies au moment où il faut inaugurer ses travaux en 1936, en juin 1936. Hélène en a un petit peu parlé. À ce titre, il organise la réception donnée en l'honneur de Rockefeller qui célèbre la fin des travaux au château de Versailles.
Dès l'arrivée du milliardaire à Paris, d'ailleurs, c'est Georges Huysmans qui est délégué par le gouvernement pour aller le saluer à son hôtel, au Crillon. La réception à Versailles est présidée, évidemment, par le ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay, mais qui vient d'arriver. Il ne connaît pas particulièrement le sujet, et c'est donc Georges Huysmans qui est le grand ordonnateur des cérémonies. Le milliardaire, d'ailleurs, ne s'y trompe pas, et l'en remercie. Je cite la lettre, qui est une citation de quelques lignes. Donc la lettre envoyée par Rockefeller à Georges Huysmans le 10 juillet 1936. La dignité, la simplicité et l'intérêt de la fête de Versailles organisée en notre honneur sont dus en grande partie, j'en suis convaincu, à votre initiative et à vos soins. Le peuple de France et son gouvernement n'auraient pu nous exprimer, Madame Rockefeller et à moi, d'une façon plus agréable leur sentiment de gratitude qu'en nous offrant cette belle cérémonie si parfaitement réussie. Et maintenant que mon rôle dans ce projet de restauration est terminé, je voudrais que vous sachiez combien j'ai été sensible à l'aide inestimable et à l'appui constant que j'ai toujours trouvé auprès de vous, donc vous, depuis 2 ans en tout cas, dans la réalisation de ces divers projets. Sans votre concours, il aurait été difficile, sinon impossible, d'atteindre le but poursuivi. La pensée que j'ai pu participer à l'œuvre de restauration de ces beaux monuments de France me sera toujours très douce et je garderai le meilleur souvenir de notre collaboration mutuelle. Cette lettre montre d'abord le talent de Georges Huysmans comme organisateur, mais aussi sa capacité à comprendre l'intérêt du caractère innovant du montage financier de cette opération. La philanthropie américaine, le comité franco-américain et un directeur général des Beaux-Arts qui ne s'offusque pas de ne pas être à la manœuvre, mais qui comprend bien que dans une période de pénurie financière, eh bien, toute manne est bonne à prendre et qu'il faut justement pouvoir organiser, coordonner tout cela. Huysmans est également celui, alors voilà, la photo a déjà été montrée, on voit à gauche Jean Zay, ensuite Rockefeller, et le troisième en partant de la gauche est Georges Huysmans. C'est à cette occasion que Georges Huysmans va écrire son seul article sur la restauration du château de Versailles, paru donc à l'été 1936, la restauration de Versailles, par Georges Huysmans. Et vous avez à droite une lettre de Patrice Bonnet, celui-là même qui peut encore s'intituler conservateur du domaine alors qu'il n'en est que l'architecte, et qui remercie grandement le directeur général des Beaux-Arts pour cet article dans lequel il est évidemment cité. Georges Huysmans est également celui qui va poursuivre l'œuvre de Rockefeller en donnant des crédits pour poursuivre les travaux au château de Versailles. Il n'est pas à l'origine de cette manne financière, puisque à partir des années 1920, 4 millions de francs par an sont dépensés par le gouvernement, en plus de la donation Rockefeller. Mais en revanche, Huysmans va la prolonger à partir du milieu des années 1930, et surtout en ce qui concerne la muséographie. Les crédits dépensés par le gouvernement à Versailles étaient des crédits, on va dire, de structure, donc des crédits dédiés aux travaux d'architecture et non pas d'aménagement muséographique. En revanche, la muséographie était restée le parent pauvre. Gaston Brière, donc le conservateur du musée de 1933 à 1938, s'en plaint continuellement. Il écrit à un ami « Heureux vous êtes d'avoir obtenu quelques crédits. Je suis toujours dans l'attente et vois se ruiner des œuvres d'art sans que je puisse y porter remède. C'est navrant. Et je ne puis rouvrir le petit Trianon pour cause de saleté des entrées, accidents de chauffage, etc. » Il lui manque même des crédits d'encadrement pour encadrer une œuvre d'un montant de 700 francs. Il n'arrive pas à trouver 700 francs pour encadrer des œuvres d'art. Huysmans va... rétablir un peu cette situation. Alors, le même Brière, qui n'est pas une contradiction près, écrit à ce même ami « Enfin, notre directeur m'octroie de l'argent, mais il faut le distribuer à des entrepreneurs variés, établir des devis et des marchés. » Les conservateurs du musée de l'époque n'étaient pas de grands administrateurs, étaient avant tout des scientifiques. « Quel malheur d'avoir été privé de tout depuis 1920. Je tâche d'utiliser au mieux ces crédits inespérés afin de sauver de la ruine nombre de tableaux remarquables et aussi pour donner au musée au Palais de Trianon un aspect plus décent et plus propre. » Mais une fois de plus,
les travaux d'architecture prennent le dessus, et c'est Patrice Bonnet, l'architecte, qui finalement remporte la totalité ou la quasi-totalité des crédits. Georges Huysmans, ceci étant, est conscient de la valeur des hommes de Versailles, puisque c'est lui qui va, maigre consolation, proposer Patrice Bonnet pour une promotion, donc l'architecte, promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur. L'année suivante, il propose Gaston Brière comme officier de la Légion d'honneur. Le rôle de Georges Huysmans, en réalité, il est ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pu pressentir dans mes travaux, dans mes recherches au début du XXIe siècle. Il n'est pas dans les restaurations du château, qui, comme je le disais, étaient déjà lancées lorsqu'il a été nommé, mais il est dans la mise en valeur des collections. Pas dans le contenant, donc, mais dans le contenu. Georges Huysmans est nommé à un moment charnière de l'histoire de Versailles, celle où l'aspect château commence à prendre le pas sur l'aspect musée. Vous savez, Louis-Philippe avait créé le musée dédié à toutes les gloires de la France, et Pierre de Nolhac, au tournant du 19e, 20e siècle, avait commencé à vouloir rétablir l'aspect château d'Ancien Régime. Il avait fait revenir quelques meubles du musée du Louvre pour pouvoir évoquer un peu l'atmosphère château, notamment dans le corps central. Sans grand succès, d'ailleurs. Le château est vide, il y a très peu de visiteurs, et puis évidemment, le mobilier, par exemple, n'a pour beaucoup d'intérêt intrinsèque qu'en termes de pièces de mobilier, et non pas pièces au sein d'un environnement, au sein d'un décor. Lorsque le musée de Versailles réclame le retour de meubles de la bibliothèque Mazarine, eh bien, l'inspecteur général des bibliothèques, Paul Neveu, explique que les reconstitutions fétichistes des logis historiques nuisent à la mise en valeur réelle des objets. Et pourtant, l'idée est en chemin. L'idée est en chemin de faire revivre le château de Versailles en le remeublant. En 1932, le rapport d'activité de la direction des musées nationaux l'affirme, le château de Versailles était privé arbitrairement au siècle dernier d'un certain nombre de peintures décoratives de taille moyenne que les ventes révolutionnaires avaient épargnées. En 1933, ce même rapport mentionne que les opérations de remeublement destinées à rendre aux grands et aux petits appartements ce qu'il est possible de restituer de leur splendeur ancienne sont particulièrement utiles. Et donc, Huysmans est nommé à ce moment-là. Ce concept de remeublement du château naît dans les années 1930 sous l'égide de 3 personnes. La première, c'est Gaston Brière, le conservateur du musée, donc lui aussi oublié malheureusement, et qui pourtant, à la suite de ses prédécesseurs, a à cœur à faire revenir à Versailles des pièces de mobilier pour garnir les salons, donc des éléments de mobilier qui viennent du château de Versailles et de Trianon. C'est un conservateur à l'ancienne, très soucieux des collections, un petit peu moins du public, qui se plaint souvent quand il y a trop de monde dans le château. Le trop de monde n'étant pas la file d'attente que vous avez pu voir aujourd'hui, et qui est soucieux d'une hiérarchie parfois pesante et qu'il trouve peu aidante. Et là, il trouve ce deuxième homme, une hiérarchie prête à bouger, puisqu'au milieu de l'année 1935, un an après sa nomination, Georges Huysmans est le premier à demander un état des lieux de l'ancien mobilier de Versailles et sur les éventuelles récupérations possibles. C'est le conservateur adjoint qui établit le rapport, un certain Morichaud-Beaupré. Morichaud-Beaupré, lui aussi oublié, et pourtant qui a bien préparé les années 1950. Morichaud-Beaupré va lister quelques institutions qui conserve des meubles qui pourraient revenir. On est au milieu de l'année 1935. Et à la suite de ce premier rapport, un échange de lettres entre le directeur général des Beaux-Arts, Gaston Brière, et Guillaume Janot, qui est administrateur du Mobilier national, permet d'établir une volonté du remeublement qui émerge du côté politique, du côté administration. C'est Georges Huysmans qui est à la manœuvre pour dire « on fait quelque chose ». Il s'attache, je cite, à grandement améliorer l'aspect des salles du musée. Et Gaston Brière lui écrit même, écrit à Georges Huysmans, « Je sais vos désirs en faveur d'une résurrection de l'ameublement du château ». Pour cela, Georges Huysmans va faire 2 choses. La première, c'est de demander un rapport plus détaillé à Gaston Brière sur la manière de faire, comment faire pour faire revenir l'ancien mobilier de Versailles au château.
Et c'est bien Georges Huysmans qui est à l'origine. Je cite la lettre que j'ai peut-être mis en photo, voilà, donc qui est aux Archives nationales. « Vous m'avez demandé d'établir en un rapport mes vues sur les possibilités d'amélioration et d'accroissement des collections de meubles placées dans les divers palais composant le Musée national de Versailles et des Trianons. » Donc c'est la photographie de gauche, la première ligne, c'est « Vous m'avez demandé ». Donc Georges Huysmans est à l'origine de ce qui ensuite sous-tend, même encore aujourd'hui, la politique scientifique du château de Versailles sur le remeublement du château de Versailles. Et Brière, donc, va jeter les premières bases scientifiques de ce qu'est le remeublement, avec de nombreux aspects qui échappent à Georges Huysmans, mais qui ont été suscités par Georges Huysmans. Par exemple, Brière est le premier à dire qu'il ne faut pas des meubles de moindre importance. Le mobilier de Versailles était un mobilier d'exception. Donc il faut du mobilier d'exception au château de Versailles, et pas les meubles envoyés, on va dire, délaissés par le Louvre au début du XXe siècle pour faire plaisir à un conservateur. Brière expose ensuite les hypothèses qui permettent d'enrichir les collections. Les achats auprès des antiquaires et des ventes publiques, mais à des prix évidemment extrêmement élevés. Il évoque ensuite les collections du musée du Louvre. Je cite, « On ne saurait penser à des emprunts au musée du mobilier du Louvre », mais il indique quand même qu'une répartition plus rationnelle est souhaitée. Et il demande évidemment un arbitrage du directeur général des Beaux-Arts. Il évoque le mobilier national aussi, qui fait naître de grands espoirs, mais dont Brière juge que les collections sont trop médiocres, trop 19e siècle, je cite. Et puis il mentionne évidemment les meubles conservés dans les palais de la République, les ministères, les ambassades, l'Élysée, où, s'il est nécessaire de placer en des salons de réception des meubles d'apparat, la présence de pièces rares d'ébénisterie ne se justifie pas en des bureaux ou appartements. Et là, à nouveau, ça pose les bases de ce qui sera le décret Debré de 1961 qui organise le rapatriement, pas totalement terminé, des pièces de mobilier conservées dans les ministères, les ambassades et les administrations. Il mentionne quelques institutions dans lesquelles il pourrait récupérer du mobilier. À nouveau, la bibliothèque Mazarine. Je ne sais pas pourquoi la Mazarine était vraiment... J'espère qu'il n'y a pas de représentant de la bibliothèque Mazarine. C'était vraiment dans le viseur des conservateurs de Versailles dans l'entre-deux-guerres. Il veut y récupérer des lustres et qui finiront par être récupérés. La deuxième action... dans le même temps, Huysmans demande à l'administrateur du mobilier national de réfléchir exactement aux mêmes questions. L'administrateur du mobilier lui dit « Vous avez bien voulu m'inviter à examiner certaines affaires relatives à la conservation du mobilier précieux de Versailles. » À nouveau, Huysmans est à la manœuvre. Et cette première réflexion aboutit à une deuxième action de la part du directeur général des Beaux-Arts, la constitution d'un comité. Alors, je crois que c'est Pascal Horry qui le mentionnait ce matin. Il y a eu beaucoup de comités, la direction générale des Beaux-Arts, beaucoup de réflexions collectives. Eh bien, on en crée une supplémentaire par arrêté du 5 février 1936, sur la proposition du directeur général des Beaux-Arts, une commission est créée pour élaborer un programme d'enrichissement, d'aménagement et de remise en état des collections du Musée national de Versailles et des Trianons. En font partie tous ceux qui comptent, c'est-à-dire tous ceux au sein de l'administration qui pourraient répartir mieux les collections de mobilier et d'œuvres d'art permettant de remeubler le château de Versailles. L'ambition du directeur général des Beaux-Arts, donc Georges Huysmans, est réelle. Elle est même plus grande que celle du conservateur Gaston Brière, qui se trouve un petit peu dépassé par les événements. Il écrit quelques jours après la constitution de ce comité à ce même ami Marquette Vasselot « Nous voici à la veille probablement de nouvelles transformations dans Versailles. Après avoir crié misère, j'obtiens plus que je ne sollicitais. Un peu trop même, car le directeur général des Beaux-Arts pense à de grands bouleversements et à des réaménagements aux appartements royaux. Qu'en sortira-t-il de ces projets ? Mystère. Mystère, c'est lui qui le cite. Alors d'abord, que reste-t-il de cette ambition ? D'abord, un principe essentiel dans l'histoire de Versailles au XXe siècle, celui de faire revivre l'ancienne demeure royale.
on avait, avant les années 1930 et avant la Deuxième Guerre mondiale, un château vide de mobilier, vide de collection, quasi vide par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, vide globalement de public. Et les descriptions qu'on a du château de Versailles dans les années 1920 et 1930 sont celles justement d'un château bien vide, château de fantôme, qui évoque vaguement les gloires de l'Ancien Régime, mais c'est à peu près tout. À partir des années 1930, à l'appui de ces deux personnes, on a vraiment une politique scientifique qui se met en œuvre. On observe également quelques retours d'anciennes pièces. C'est très modeste. Je cite là, vous avez l'arrêté avec la signature de Georges Huysmans, peu de temps après un an après sa nomination, de deux supports qui étaient à Beauvais, déposés par le musée du Louvre à Beauvais, et qui reviennent au château de Versailles, plus également à Trianon, au Petit Trianon. Vous avez également des exemples d'achats. Le premier achat en vente publique d'ampleur, c'est celui de l'écran de cheminée de la Chambre de la Reine, donc dans une optique de remeublement du château de Versailles, donc qui est acquis en 1939. Au-delà de ces retours, c'est évidemment l'intérêt général pour les opérations de résurrection de Versailles et des décors qu'on voit avec l'action de Georges Huysmans. Et cela va s'accompagner d'un intérêt scientifique, le fameux troisième homme. Je disais qu'il y avait trois hommes, Gaston Brière, Georges Huysmans. Le troisième, c'est Pierre Verlet, que vous connaissez sans doute. Pierre Verlet, grand spécialiste du mobilier de Versailles, jeune chartiste de 29 ans, en 1937, et qui publie au même moment son premier article fondateur sur le remeublement. Le contexte de cette recherche, de ses premières recherches, alors qu'à nouveau, Verlet n'avait pas du tout travaillé sur ce sujet lorsqu'il était à l'école des Chartes, ce contexte est favorable à l'étude de ces problématiques. Je n'ai malheureusement pas retrouvé trace, mais ça existe peut-être, d'échanges entre Pierre Verlet et Georges Huysmans. Georges Huysmans est quelqu'un qui ouvrait volontiers sa porte aux jeunes chercheurs, aux jeunes artistes, donc il n'est pas impossible, malgré des environnements politiques probablement assez différents entre Verlet et Huysmans, mais il n'est pas improbable que ces deux personnages aient été en contact. Sans eux trois, il n'aurait pas été possible de remeubler Versailles. L'action de Gérald van der Kemp, de Michel Debré et Malraux dans les années 1960 avec le décret de 1961, n'aurait pas été, tout ça n'aurait pas été possible. Donc c'est vraiment Georges Huysmans, c'est l'impulsion de Georges Huysmans qui a permis donc ces actions scientifiques menées après la guerre. Donc c'est un exemple un petit peu de ce qui a été dit par Pascal Horry et par Hélène sur d'autres politiques culturelles. De la même manière, c'est un état d'esprit général de synthèse qui permet, j'ai bientôt terminé, qui permet de faire de Versailles non seulement un lieu politique, à la suite des visites officielles du XIXe siècle, et qu'on continue avec la visite de Georges VI en 1938, mais également un lieu d'éducation et de tourisme. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'intervention de Georges Huysmans dans le centenaire du musée. Alors, il se trouve que pendant que Georges Huysmans est directeur général des Beaux-Arts, le musée de Versailles fête son centenaire en 1937, donc 100 ans après l'ouverture décidée par Louis-Philippe. Il se trouve que c'est un grand succès populaire, puisque pour la première fois de son histoire, le musée de Versailles en 1937 dépasse le 1 million de visiteurs. C'est dû évidemment à la concomitance de l'exposition internationale à Paris, mais également à cette exposition sur le centenaire du musée. C'est un projet qui était porté par Gaston Brière dès sa nomination en 1933. Il le dit dans une lettre, « Un seul projet paraît devoir être retenu et d'avenir, celui de fêter le centenaire du musée en 1937 par une grande exposition de portraits nationaux. » Bon, c'est une ambition qui est celle des années 1930, mais en tout cas, c'est le grand projet de l'année 1937. Le directeur général des Beaux-Arts participe au comité d'organisation qui est institué en mars 1937, très tard par rapport à une organisation d'exposition aujourd'hui, où s'y prend plusieurs années à l'avance, aux côtés évidemment d'autres scientifiques, de conservateurs. Et le 9 avril 1937, la première réunion de ce comité a lieu. Georges Huysmans y participe
Et il est l'un de ceux qui souhaite élargir le spectre de l'histoire de Versailles en insistant pour que soit réservée une place à la période 1789-1837 dans l'exposition. C'est-à-dire comment le château de Versailles est finalement devenu un musée. Comment le château de Versailles s'est ouvert au public, s'est ouvert à la population. De manière globale, le comité estime qu'il faut donner à l'exposition de 1937 un caractère vivant et varié pour toucher sûrement le grand public qui la visitera. Il y a donc, à ce moment-là, à Versailles, mais comme dans l'ensemble de la politique suivie en matière culturelle par Georges Huysmans dans les années 1930, cette volonté d'ouvrir, d'élargir le spectre culturel. Versailles, à ce moment-là, pouvait être considéré comme un lieu de l'élite, un lieu de l'histoire ancienne. Eh bien, l'action de Georges Huysmans pour incarner encore plus avec le remeublement, avec cette exposition, et évidemment la préservation de ce qu'était le monument, eh bien cette action devait permettre d'ouvrir plus largement le château de Versailles aux visiteurs pour qu'ils puissent retrouver non seulement évidemment ce qu'était l'art du XVIIIe siècle, des XVIIe et XVIIIe siècles, mais également faire œuvre d'éducation, d'instruction des masses en découvrant ce qu'était l'histoire de France au château de Versailles.